Chers étudiants, bonjour. Je suis Mickaël Benilouche, je suis directeur des études de Subbaro et également maître de conférences des universités. Alors, comme annoncé il y a quelques jours, je vous propose d'effectuer ce Facebook Live afin justement de discuter de l'arrêté du 2 octobre 2018 qui modifie l'arrêté du 17 octobre 2016 concernant l'examen d'entrée au CRFPA. Alors, ce dispositif, justement ce nouvel arrêté, vient apporter quelques modifications, quelques précisions, et cela mérite, c'est le moins qu'on puisse dire, un décryptage qui est absolument indispensable, dans la mesure où il y a certes l'apparition d'une nouvelle matière, mais il y a aussi et surtout, au final, dans ce cadre-là, des modifications et des précisions qui sont apportées matière par matière. Attention, le choix de la matière est absolument indispensable. Pour autant, autant vous prévenir tout de suite, toute l'idée est aussi de considérer que, s'agissant de l'examen du CRFPA, vous avez aussi la nécessité de faire un bilan qui soit un bilan personnalisé. Vous ne pouvez pas, concernant l'examen, vous lancer à choisir une option vous disant ça peut être bien sans que vos spécificités soient prises en ligne de compte. Donc, partant de là, il va être indispensable de procéder de la sorte. Et donc, pourquoi pas, d'essayer de faire le point, notamment avec moi ou à travers la structure que je représente, à travers Subbaro. Je tiens à préciser également que je m'exprimerai en mon nom, ce qui est déjà une bonne chose, et ce, simplement afin de pouvoir vous donner quelques éclairages et surtout une interprétation. Alors, cette interprétation est relativement simple. Le droit fiscal apparaît et réapparaît enfin au programme de l'examen. Un petit historique, le droit fiscal était une option de l'examen d'entrée au CRFPA. À l'occasion de la réforme, il a étonnamment disparu complètement. On ne savait plus à quoi le rattacher. Il y a eu des rumeurs qui ont eu lieu ces derniers temps. Va-t-on le rattacher au droit administratif ou au droit des affaires? Finalement, on a décidé d'en faire une option autonome. En faisant une option autonome, ça nécessite une préparation autonome, c'est une matière de spécialiste, et comme toute matière de spécialiste, elle va nécessiter de la travailler et justement de faire en sorte que cette matière soit tout à fait bien préparée. Le programme qui est déterminé en annexe de l'arrêté est un programme qui est relativement vaste par rapport au droit fiscal. Ça va des sources, de l'imposition du résultat des entreprises, du chiffre d'affaires d'entreprise sur le revenu et des personnes physiques, et aussi le contrôle et le contentieux fiscal. Pour avoir discuté de cet aspect avec plusieurs fiscalistes qui sont passionnés de ces questions-là, il y en a, et bien justement c'est un point qui est un point tout à fait important. Alors, outre maintenant cet aspect par rapport au droit fiscal. Le droit fiscal, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une matière de spécialistes. On ne s'improvise pas fiscaliste, et il y a un grand nombre quand même de masters de droit fiscal, donc cette option va être choisie par un certain nombre justement de personnes qui ont choisi et ont cette spécialité. Bon. Ce qui fait que les fiscalistes ne vont plus être tentés par des expérimentations. On les voyait beaucoup, en tout cas pour ma part à Subbaro, on les voyait très fréquemment venir en droit pénal, d'ailleurs avec des résultats relativement bons, pour passer l'examen. S'agissant maintenant des autres matières, il y a des modifications qui ont eu lieu, ce qui montre quand même qu'après 2 ans, on a un petit peu expérimenté la chose. Une des matières qui avait été fortement critiquée, on disait que c'était la matière la plus difficile à l'examen, j'y apporterai quelques réserves tout de même, c'est celle de droit civil. D'abord, ce qu'il faut comprendre, la matière de droit civil, c'est la matière des généralistes. Cette matière de généraliste a aidé et aide ceux qui l'ont choisi à préparer l'examen en droit des obligations, il faut bien le comprendre. Pour arriver au régime général en contrat, il faut d'abord écarter le régime spécial. Donc ça, c'est un point qui est assez important. Au sein de l'épreuve en elle-même, 2 aspects étaient fortement en question. La subdivision de contrats spéciaux et celle de sûreté. Les 2 ont été précisés. Ils ont été précisés et relativement limités. Contrats spéciaux, désormais, c'est vente, mandat, entreprise, prêt et bail, c'est dense, mais ça l'est moins que s'il n'était rien indiqué, parce que les contrats spéciaux sont extrêmement nombreux. Les sûretés également sont précisées. À ce titre, le droit civil devient une matière parfaitement fréquentable, au même titre que le droit des affaires, par exemple. Et donc, sur les options, on a cet aspect-là. S'agissant du droit social, l'aspect social international européen a été précisé également. La matière évolue peu, et une nouvelle fois, on est face à une matière qui reste de l'ordre de l'accessible, ici, pour des spécialistes de droit social. Alors,
Maintenant, s'agissant de deux matières très spécifiques, droit international et européen. Droit international et européen perd un des pans essentiels de la matière, à savoir le droit international public. Mais la matière retrouve une certaine forme de cohérence en touchant le droit de l'Union européenne de façon globale, institutionnelle et matérielle, mais aussi le droit international privé et le droit du commerce international. Donc désormais, alors qu'il y avait relativement peu de spécialistes de ces matières, on va certainement trouver davantage. Pourquoi? Parce que souvent dans cette matière, on rencontrait des étudiants qui étaient spécialistes de droit international privé, par exemple, qui n'avaient pas suffisamment de connaissances en droit international public. Cette matière devient une option qui est une option assez crédible pour l'examen d'entrée au CRFPA. Et puis il y avait le droit administratif qui regroupait droit administratif général et spécial. Et là, concrètement, c'est relativement une grande surprise, mais on peut le comprendre. Le droit administratif spécial, désormais, va englober le droit des étrangers. Le droit des étrangers, dans les réseaux depuis la réforme, pour une raison que j'ignore, et pour avoir étudié cette matière, c'est une matière qui est très dense. La rajouter au droit administratif, c'est quand même quelque chose de délicat. Quand on pense aux étudiants, justement, publicistes, c'est quand même un point encore plus délicat. Pourquoi? Parce que nos amis publicistes ont, par définition, droit des obligations comme tout le monde, mais aussi donc leur matière de spécialité est dedans, droit des étrangers. Plus encore, le droit des étrangers n'est pas enseigné dans toutes les facs, ce qui va donner lieu à un certain nombre de difficultés une nouvelle fois. Bon. Donc, je vous mets en garde, tout particulièrement pour la préparation de ces matières. Et puis, vous constaterez que j'ai mis de côté une matière, celle que j'enseigne depuis de très nombreuses années, le droit pénal. Pour une raison que j'ignore, je ne sais pas si c'était pour me faire plaisir ou pour faire plaisir à mes étudiants, le droit pénal se restreint considérablement. Exit le droit pénal social, exit le droit pénal international européen, droit pénal spécial. Désormais, on a droit à infraction contre les personnes, contre les biens, la nation, l'État et la paix publique, c'est-à-dire un programme qui est assez clairement délimité. C'est le code pénal, livres 2, 3 et 4, qui sont concernés. Voilà. Pas de droit pénal des animaux, pas de droit pénal bioéthique, et ainsi de suite. Et en droit pénal des affaires, on cible 4 infractions: abus de biens sociaux, banqueroute, délit d'initié et pratique commerciale trompeuse. C'est un programme donc en pénal qui s'est réduit. Or, déjà, avant cette réforme, le pénal était choisi par des étudiants parce que justement, parmi les différentes matières, c'était une matière qui était plus que fréquentable. C'était souvent pour certains un choix judicieux. On croise je ne sais pas combien de généralistes ou de personnes qui l'ont raté une ou deux fois, qui viennent en droit pénal pour leur dernière chance parce que c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et puis après, à ces options est assortie une épreuve de procédure. L'épreuve de procédure pénale, pour ne parler que d'elle, n'a pas changé. Procédure pénale et exécution des peines, sachant que depuis 2 ans, il n'y a pas eu un seul sujet, pas une seule question posée en exécution des peines. On a un programme classique, délimité, on va dire une nouvelle fois qui est accessible. A l'inverse, la procédure civile inclut désormais clairement l'arbitrage. Désormais, c'est une épreuve de procédure civile qui va englober justement les modes amiables de résolution des conflits, l'arbitrage et les procédures civiles d'exécution. L'arbitrage, c'est une matière qui est très dense, qui, de ce point de vue-là, on va avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus important. Quant à la procédure administrative, là encore, nos amis publicistes se retrouvent dans une situation délicate, à savoir que désormais, on a également les modes de résolution des conflits qui apparaissent en la matière. Alors, ces modes de résolution des conflits, ils vont être amiables ou justement vont être des modes de résolution qui sont non contentieux, ce qui fait que la matière double son volume, là encore une fois. Au final, dans toute cette réforme, pour terminer avec cette présentation globale et voir si vous avez quelques questions, eh bien, fiscal apparaît, c'est une bonne nouvelle pour les fiscalistes. Deuxième élément, en dehors de fiscal qui apparaît, pénal se restreint de façon assez étonnante. C'était une des matières les moins denses. Civil se précise, et droit administratif et procédure administrative, ainsi que procédure civile, deviennent des matières particulièrement denses. Or, il convient de rappeler que la procédure civile est nécessairement la matière procédurale qui accompagne droit civil, droit social, droit des affaires, et au choix du candidat, droit international et européen, ainsi que droit fiscal. Les fiscalistes, je ne l'ai pas précisé, eh bien les fiscalistes, quant à eux, sont dans une situation où ils ont le choix entre procédure administrative et également procédure civile.
Voilà cette présentation globale de l'examen du CRFPA. Alors comme vous le voyez, il y a des modifications qui ont lieu. Après, la deuxième question qui se pose, c'est une question par rapport à la préparation de l'examen en lui-même. Est-ce qu'il faut une préparation qu'une préparation annuelle? Est-ce que, là encore une fois, vous ne devez pas faire l'économie de faire un point avec une personne? On voit sur les réseaux que l'on vous conseille assez largement de le passer à la fin du M1, de le passer à la fin du M2 et de préparer telle ou telle façon. Il ne faut pas avoir systématiquement la même réponse à cette question. Un étudiant de M1, moi j'inciterai un étudiant de M1 à tenter l'examen du CRFPA. Mais pour l'étudiant du M1, il va être indispensable de le préparer uniquement pendant l'été. Pourquoi? Pendant toute l'année, il est indispensable que cet étudiant garde à l'esprit que l'objectif essentiel est d'obtenir un bon M2. Donc on ne sacrifie pas son année de M1 par une préparation tout au long de l'année, que ce soit à l'IEJ ou dans une structure privée. Là, une préparation estivale peut suffire. Il faut une préparation après qui soit une préparation de qualité. Préparation de qualité, il faut, si vous vous adressez à une structure publique, que vraiment vous voyez véritablement si elle vous aide ou pas. Attention, l'examen est devenu national. Autrefois, on pouvait dire que ça pouvait aider pour réussir l'examen d'un IEJ. Désormais, l'examen est national avec des directives de correction qui sont nationales, là encore. Bon. Il faut donc choisir une structure qui vous va, qui vous correspond. Il y a plusieurs modèles qui existent. Il y a des modèles qui sont des modèles, on va dire, de type usine, d'autres modèles qui sont plus personnalisés, mais il y a quelque chose sur lequel on ne doit pas économiser, c'est-à-dire l'excellence des enseignements et des supports qui vous sont proposés. Ça, c'est absolument essentiel. De ce point de vue-là, ménagez le fait de devoir vous poser la question de savoir si vous faites ou non confiance à vos fascicules et vos supports de cours. Donc pour vous, il est donc nécessaire de faire confiance à vos supports et donc de choisir justement un enseignement, quelque chose de qualité. Renseignez-vous sur les enseignants, voyez sur leur site internet ou le cas échéant pour Subbaro c'est le cas sur la page Facebook. Nous on a une structure désormais qui comprend des différents pôles d'excellence qui vont permettre justement de structurer matière par matière avec des spécialistes universitaires et ou avocats. Renseignez-vous une nouvelle fois sur les différentes prépas. Un étudiant de M2 maintenant. Tout va dépendre par rapport à cet étudiant de M2, quel est justement on va dire, le volume de cours qu'il suit. Quel est aussi son objectif. On a quelques étudiants de M2 qui ambitionnent une thèse. Il faut pour ça qu'ils sortent avec une mention la meilleure possible pour ambitionner un contrat doctoral. Ceux-là sont dans la même situation pour nous que des M1. C'est-à-dire que comme ils poursuivent un objectif autre, il vaut mieux préparer cela à l'estival. Pour d'autres, la préparation est plus adaptée si elle se fait en amont. Donc, est-ce qu'il faut une année qui soit une année dédiée à l'examen du CRFPA? Là encore, je ne le pense pas, sauf cas particulier. Pourquoi? L'IEJ n'est pas diplômant dans la plupart des IEJ. Alors parfois, on a adossé un DJCE à l'IEJ, mais sinon, ce n'est pas diplômant. Et comme ce n'est pas diplômant, la difficulté qui peut se poser, c'est que vous allez avoir, dans une hypothèse comme celle-ci, le risque sur votre CV d'une année blanche. Le risque aussi d'un problème de motivation. Si vous suivez certains cours qui sont dispensés avec un cours le mardi, et puis un autre cours 3 semaines plus tard, et puis une journée complète de cours, vous allez vous disperser. Ce qu'il vous faut, c'est de connaissances qui sont des connaissances optimisées, importantes, et ainsi de suite. Et puis, si vous faites le choix d'une structure, surtout, renseignez-vous avant sur le point de savoir si les supports qu'on vous envoie sont au fait de la réforme. Si par exemple vous inscrivez là demain à une structure et qu'on vous envoie immédiatement des fascicules, je ne sais pas moi par exemple en procédure civile, ils ne peuvent pas être à jour vu que l'examen a évolué. Voilà ce premier décryptage sur cette réforme de l'examen du CRFPA. Je ne sais pas si vous avez des questions. Sachez que je gère la page actualité CRFPA. Je répondrai à toutes vos questions. Pour les questions plus thématiques, Subbaro a créé différents groupes thématiques justement sur le CRFPA, matière par matière et option par option, ce qui nous permet comme ça de jongler d'un groupe à l'autre et de répondre aux différentes questions qui peuvent être posées. Parmi celles-ci, notamment, il y en a une qui a été peu posée, mais pour la préparation du fiscal, moi j'incite beaucoup à aller donc, sur le groupe de fiscal que j'ai créé dernièrement, car pour préparer le fiscal, il serait pas mal que vous puissiez avoir accès, ce qui est notre cas ici, aux annales qui ont pu être proposées par différents IEJ. Ça vous permettra de vous faire une idée pour découvrir justement ce qui est demandé au fiscal et le niveau de difficulté. Avec bien sûr, à l'époque, ce n'était pas un examen national, donc les quelques spécificités qui peuvent exister en la matière. Voilà.
Je n'oublie pas, pendant que je vous parle, que la promotion 2018 est en train de passer son examen d'entrée au CRFPA, qu'elle attend avec impatience, c'est le moins qu'on puisse dire, le 22 octobre pour avoir les résultats. Je leur souhaite à eux tout particulièrement bon courage et bonne chance. Essayez de vous accrocher, il faut commencer, il faut continuer à bosser sur les oraux en s'appuyant sur l'actualité qui est particulièrement chargée. Tenez-vous au fait de l'actualité, n'attends pas le tout dernier moment pour pouvoir travailler. Je vous souhaite donc bon courage. N'hésitez pas à me contacter par le biais des réseaux, c'est très simple de le faire. Je répondrai à toutes vos questions, l'objectif étant de faire le bon choix. J'en terminerai simplement par un petit conseil pour la promotion 2019. Lorsque vous allez passer l'examen du CRFPA, mettez-vous quelque chose à l'esprit, plutôt que de vous dire je vais faire tel ou tel choix tactique, c'est que les matières que vous allez choisir vont vous accompagner tout au long de l'année. Et l'important finalement, c'est l'option. Donc, même s'il y a du droit des étrangers dans le droit administratif, si votre kiff dans la vie, c'est le droit public, allez-y, foncez. Ne prenez pas une autre matière qui va vous insupporter toute l'année. C'est à peu près essentiel de le faire. Il faut véritablement, de ce point de vue-là, essayer de se faire un petit peu confiance. Le choix est important. Il y a le cœur et la raison. Je ne vais pas vous dire de privilégier le cœur sur la raison, mais tout de même, c'est assez important. N'allez pas tous, ne courez pas tous vers le pénal si la matière vous rebute. Au contraire, choisissez la matière de votre cœur. Une nouvelle fois, comme je vous l'ai dit, j'ai essayé d'être le plus objectif possible. Civil devient fréquentable, affaire l'a toujours été, et donc voilà les différents éléments. Donc je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.